Et dans cette vidéo, j'aimerais aborder une approche un peu tactique sur un outil que j'utilise énormément et qui me permet en fait de tous les jours façonner la vie que je voudrais dans le futur, de me rapprocher de cette vie et on va dire de développer les compétences, les savoir-être, les façons de voir le monde qui me permettront de réussir. Cet outil incroyable que je vais vous vendre aujourd'hui, c'est le planning. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Waouh, le truc qui me fait le moins rêver au monde, le truc qui sonne comme une prison pour moi. Je sais, sauf que moi, en fait, je vais l'utiliser d'une certaine façon qui, au lieu de le voir comme une prison, je le vois au contraire comme une autoroute vers la réussite. Il y a une certaine façon de l'utiliser et j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que la majorité des gens ne l'utilisent pas correctement. Ensuite, vous donner les principes qui vous permettront de l'utiliser au maximum. Et enfin, je vous donnerai quelques exemples d'utilisation que moi je fais pour justement me permettre d'avoir ce que je veux. Le problème de l'utilisation normale du planning, quand on est quelqu'un de normal, c'est qu'on va utiliser le planning comme on nous l'a appris à l'école. C'est-à-dire qu'on va mettre des tâches, et ces tâches, on est supposé les faire pour, on va dire, livrer des choses aux clients, livrer des choses aux professeurs, faire des cours, faire des belles corvées, les unes après les autres. Donc forcément, quand on voit ça comme ça, on se dit « Waouh, je vais mettre plein de tâches que je dois faire, que je dois absolument faire. » Par exemple, je vois, j'ai des examens, donc il faut que je révise de temps à temps, etc. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir une sale note. Autrement dit, quand vous utilisez les plannings comme ça, vous êtes en train d'utiliser le planning de la pire façon possible parce que ça ne respecte pas le fonctionnement du cerveau. Le cerveau a besoin, on va dire, de bénéfices avant de faire quoi que ce soit. Quand vous allez lui demander de faire un truc, la première question qu'il va se poser, c'est qu'est-ce qu'on y gagne? Il y a quoi pour nous? En quoi c'est bien? Où est le plaisir? Et s'il n'y a pas de plaisir, c'est quelle est la punition qui nous attend? Quelle est la souffrance qui nous attend si on ne le fait pas? Et quand vous faites un planning comme ça, où vous mettez juste des corvées qui seront utiles dans une semaine ou deux, votre cerveau il fait non, non merci, ça ne m'intéresse pas du tout ton truc. À l'inverse, quand vous commencez à comprendre que si dans votre planning, vous mettez que des choses que vous avez envie de faire, pas naturellement, mais que vous vous avez donné vous-même un but, vous commencez à respecter le fonctionnement du cerveau et le cerveau va plutôt passer en mode j'ai hâte de faire ça, je n'imagine pas ma journée sans qu'on fasse ça. Évidemment, j'apporterai cette, on va dire, cette nuance à la fin de la vidéo, mais pour l'instant, on va parler des problèmes pour que vous compreniez en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'aimez pas les plannings et que ça n'a rien d'étonnant. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette utilisation normale du planning? C'est qu'on va vous inventer des règles arbitraires. La première fois qu'on vous parle d'un planning, on vous dit voilà, de telle à telle heure, vous avez écrit ça, du coup, vous devez absolument le faire. De telle heure à telle heure, vous avez dit que cette quantité de travail vous permettrait d'être à ce niveau-là, ça doit absolument être vrai. Vous devez comprendre que quand on vous a appris ça, on a juste oublié de vous dire que ce sont des règles imaginaires, que c'est une façon, on va dire parmi d'autres, d'utiliser le planning. Et là, je sais que certains d'entre vous vont se dire « Attends, tu es en train de me dire que ça ne sert pas à ça. Tu es en train de me dire qu'il y a une autre façon de faire. Je vois mal comment tu peux me proposer autre chose que si je marque de 10h à 12h, je suis supposé faire X, comment est-ce que je peux voir ça autrement ?» Justement, en faisant preuve de créativité, en vous libérant justement de la façon dont on vous l'a expliqué et qui vous enferme aujourd'hui dans un seul schéma de pensée. Je ne vous fais pas languir plus que ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire, on va dire, dans cette vidéo? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Moi, en fait, mon planning, je ne fais pas un planning que je peux faire maintenant. Je fais un planning sur les besoins que j'ai maintenant, mais je vais le remplir comme si j'étais 5 ans dans le futur. Autrement dit, avec des compétences que je n'ai pas encore, un savoir-être que je n'ai pas encore, une façon de m'organiser que je n'ai pas encore et qui me permettrait de réussir. Autrement dit, mon planning, quand je me le fais, je veux me planter. Pourquoi est-ce que je veux me planter? Parce que le but de mon planning, ce n'est pas de le suivre à la lettre et de réussir à le faire à chaque fois. Le but de mon planning, c'est de savoir qu'est-ce qui m'empêche de le tenir. Parce que dans 5 ans, j'aimerais le tenir. Dans 5 ans, j'aimerais être cette personne qui est capable de faire des choses incroyables, avec une quantité de travail énorme, mais pas juste en travaillant plus, mais en travaillant plus intelligemment. Alors, je vais volontairement me mettre une journée que je n'arrive pas à faire. Je vais faire du mieux pour essayer on va dire, de m'en approcher. Et quand je vais échouer, parce que je vais échouer, je vais essayer d'en tirer des leçons pour mieux faire la prochaine fois. Et quand vous faites ça tous les jours pendant des années, je peux vous assurer que la puissance de feu que vous obtenez au bout d'un certain moment est scandaleuse. A l'inverse, si vous faites un planning comme tout le monde, vous allez vous dire, tiens, aujourd'hui j'ai mis trop de choses. J'ai une super idée, je vais en mettre moins. En mettant moins, je pourrais y arriver. Ouais. Et votre progression dans tout ça? Inexistante. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il faut en faire moins. Autrement dit, vous avez appris la même chose qu'un gamin qui a 5 ans et qui découvre le planning pour la première fois. C'est ça en fait que j'aimerais vous apprendre dans cette vidéo, c'est que si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, si vous avez des objectifs ambitieux aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser les plannings comme Monsieur Tout-le-Monde. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, il utilise son planning non pas pour lui, mais pour les autres.
il va utiliser un planning pour faire ce que son patron lui demande. Il va utiliser le planning parce qu'il a certaines obligations à respecter. Que ce soit clair, la personne ambitieuse que vous serez aura aussi des obligations. Mais ces obligations ne définiront pas sa vie, ne définiront pas comment est-ce qu'il va aborder sa journée, sa vie, pour justement faire plaisir aux autres. Ce sera uniquement quel est mon rêve, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je peux l'atteindre. En effet, j'aurai des obligations, mais ces obligations seront décidées, elles seront choisies. Et si je ne décide de ne plus les avoir dans le futur, je vais mettre en place des choses dans le présent aujourd'hui pour petit à petit m'en débarrasser. À cause de cette utilisation normale du planning, vous allez aussi développer énormément de défauts. Par exemple, quand vous allez croire que le but du planning, c'est de le respecter à la lettre, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez commencer à déraper? Vous allez vous dire, ah, là, je ne suis pas quelqu'un de fiable, je ne suis pas quelqu'un de sérieux. J'ai dit que je devais faire quelque chose à 10h, il est déjà 10h30 et je suis encore en train de faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que je vois très souvent chez mes clients, surtout quand ils commencent, on va dire quand je viens à peine de les accompagner, c'est que si la journée ne se passe pas comme ils voulaient à la base, ils seront prêts à, on va dire, foutre en l'air le reste de la journée. Combien de fois j'ai des clients qui me disent « je devais me lever à 7h pour faire un truc et c'était un truc important pour moi. C'était un truc qui me permettrait de dire « voilà, là j'ai avancé mes projets qui comptent réellement pour moi ». Malheureusement pour moi, je n'ai pas entendu mon réveil, je me suis levé à 9h comme d'habitude et du coup je suis parti au boulot directement. Résultat, je n'ai pas fait ce qui était bon pour moi, je n'ai pas fait avancer mon projet. Du coup, tout le reste de la journée, je l'ai foutu en l'air parce que j'ai juste travaillé comme d'hab. J'ai juste activé le pilote automatique, j'ai fait ce qu'il y avait à faire au boulot, je suis rentré du boulot. Normalement, j'aurais dû travailler en rentrant du boulot, c'est ce que j'avais décidé sur mon planning. Et parce que j'avais foutu en l'air le début, j'ai décidé aussi de foutre en l'air la fin. Et évidemment, ça n'a pas suffi, je me suis couché hyper tard le jour même parce que justement, j'étais déçu de moi. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette façon de tenir votre planning quand vous le prenez comme quelqu'un de normal? Vous êtes en fait dans un cercle vicieux à la seconde où vous trébuchez. Et comment vous dire que de ma vie, je n'ai jamais rencontré une seule personne pour qui son planning se passe comme d'habitude, se passe, on va dire, parfaitement. Pourquoi? Parce que quand vous esquissez votre planning, il y a un truc que vous oubliez tout le temps de mettre là-dedans, c'est tous les imprévus. Et là, vous allez dire, bah ouais, c'est normal, c'est des imprévus. Je ne peux pas prévoir l'imprévu. Ouais. Par contre, il y a une différence entre ne pas pouvoir prévoir l'imprévu et ne pas avoir une seule place dans votre planning pour l'imprévu. Vous voulez la preuve? Sincèrement, regardez votre planning, regardez à quoi il ressemble. Est-ce que vous voyez une seule trace de tentative de mettre, on va dire, un certain espace qui servirait de tampon en cas d'imprévu? Vous n'allez rien voir de tout ça. Dans la majorité des cas, ce qui va se passer, même les activités que vous allez mettre, vous allez les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ah, je dois faire une vidéo YouTube. Ok. Alors, je me souviens que dans le meilleur cas, j'ai réussi à faire ça en 2 heures. Ok, je me mets 2 heures. Ça m'a l'air d'être une putain de bonne idée. Non, vous êtes en train ici de mettre tous les pièges en place pour qu'ils se referment sur vous à la seconde où vous allez commencer à vous lancer et du coup à foutre en l'air votre journée. Donc, quels sont ces comportements négatifs? Vous aurez tendance à vous juger négativement, à vous déprécier, on va dire que ça ne vaut plus la peine à la seconde où vous allez commencer à déraper. Parce que vous n'avez pas tenu parole, vous allez commencer à vous juger négativement, à vous rabaisser. Et parce que vous allez vous rabaisser et que vous allez avoir une émotion négative, vous n'allez plus être aussi combatif qu'au départ, vous allez en fait vous laisser lentement glisser jusqu'à l'échec, jusqu'à en fait foutre en l'air la journée entière. C'est pour ça qu'il faut utiliser les plannings correctement, mais avant de vous dire comment l'utiliser correctement, je veux que vous compreniez aussi les conséquences de ces pièges que vous vous mettez en permanence. Parce qu'à chaque fois que vous faites un planning, dès que ça commence à glisser, vous vous sentez mal, votre cerveau, il est pas débile, il va commencer à se dire « Putain, mais pourquoi on se sent mal comme ça là ?» Lui, il est pas là pour votre épanouissement, il n'est pas là pour que vous puissiez apprendre. Il est là pour une seule chose, survivre. Donc, comment il va faire pour survivre? Il va chercher le plaisir et il va éviter la souffrance. De cette façon, qu'est-ce qui va se passer? Il va regarder votre planning, il va regarder qu'à chaque fois que vous essayez de le suivre, vous êtes mis dans un état pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va faire l'association très rapide que planning égale danger. Et à ce moment-là, pour aimer le planning, bonne chance. Bonne chance parce que dans votre tête, si ça correspond à un danger, si ça correspond à une prison, d'après certains, c'est évident que quand vous allez voir un planning, vous commencerez à avoir des boutons. Mais c'est même pire que ça, tout ce qui ressemble à un planning, de près ou de loin, sera vu comme une menace. Toutes les procédures, par exemple. Vous serez quelqu'un qui adore improviser, du coup. Vous serez incapable de vous dire « Ok, j'ai un truc à faire, il y a une certaine recette, il faut que je suive la recette. » Le simple idée de suivre une recette vous donnera envie de fuir, on va dire, en courant comme pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous êtes en train de mettre tout en place pour échouer. Pourquoi? Parce que si vous avez des objectifs ambitieux aujourd'hui, vous avez des objectifs qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Et s'ils sont difficiles à atteindre, il y a un élément qui va vous sauver, c'est économiser votre énergie. Et comment on fait pour économiser son énergie?
on vient automatiser, systématiser toutes les activités qui ont tendance à se répéter. Moi, par exemple, quand je fais ces shots sur YouTube, etc., quand je fais mes vidéos, je sais exactement à l'avance quels sont les 6-7 spots où je peux filmer, selon la position du soleil, selon l'heure qu'il est, selon la température, selon le sens du vent qui est dans mon dos ici. C'est pour ça que je suis dans cette orientation ici, en plus d'avoir le soleil sur moi, ce qui est parfait pour moi. Mais toutes ces, si vous voulez, toutes ces décisions ont été prises en amont, dans le sens où la première fois, je ne savais pas où j'allais, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me balader, et à chaque fois que je me balade, je vais repérer les endroits où j'ai envie de filmer. Est-ce que l'endroit est assez calme? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui passent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont me demander ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne sais pas quoi encore? Tous ces éléments-là ont été pris en amont, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 6 spots, et selon la météo, je sais exactement où est-ce que je peux aller. Vous voyez, en faisant ça, je vais commencer à économiser énormément d'énergie. Je vais minimiser le nombre de micro-décisions que je vais prendre et qui vont en fait sans cesse me drainer mon énergie. À la place, tout ce que je veux faire, c'est glisser naturellement vers mes objectifs. Je veux que ce soit tellement simple pour moi de réussir que tout est fait automatiquement. C'est ce qui se passe en fait quand vous avez des habitudes. C'est ce qui se passe quand vous avez une routine. Vous n'êtes plus en train de réfléchir. Par exemple, le matin, vous aimez prendre votre petit déjeuner d'une certaine façon, ça vous coûte zéro énergie. Vous savez exactement où sont les bols, vous savez exactement où est le lait, vous savez exactement où sont les céréales, vous savez exactement où sont les fruits ou je ne sais quoi encore. Et du coup, vous allez juste faire ça machinalement. Nous, en fait, on veut la même chose. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant qu'on se rend compte d'une chose, que votre vie est déterminée par vos habitudes. Si vous avez l'habitude de vous dépasser tous les jours, c'est évident que 5 ou 6 ans plus tard, vous aurez une capacité, une puissance de feu, une capacité à, on va dire, à abattre du travail nettement supérieure. À l'inverse, si vos habitudes consistent à rester là où vous êtes, à ne pas évoluer, voire même à régresser, il ne faut pas s'étonner que 5-6 ans plus tard, vous ayez du mal à vous faire confiance, vous ayez du mal à vous lancer dans des projets ambitieux, vous ayez, on va dire, une certaine insécurité ambiante et ça vous empêche du coup de vous lancer. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que si vous utilisez le planning comme quelqu'un de normal aujourd'hui, alors que vous êtes ambitieux, vous êtes en train de vous saboter. Et quand vous êtes en train de vous saboter comme ça, vous allez vous pousser à improviser. Quand vous allez improviser, vous avez la pire façon de fonctionner. Pourquoi est-ce qu'en entreprise, on s'est amusé à mettre des procédures, à mettre des recettes à suivre lorsqu'on doit faire quelque chose? Parce que le but d'une entreprise, le but premier, c'est de gérer ses ressources au maximum, ne rien gâcher. Et comment on fait pour ne rien gâcher? On va mettre une recette de cuisine à suivre pour tous les trucs qu'on doit faire, parce que cette recette de cuisine est la recette optimisée pour avoir le résultat qu'on veut systématiquement. Autrement dit, quand vous travaillez en entreprise, quand vous n'êtes pas un simple employé qui déteste son job, vous commencez à comprendre que l'entreprise a compris que son but était de gagner systématiquement. Qu'il pleuve, qu'il neige, que vous n'ayez pas envie, que vous soyez en sous-effectif ou je ne sais quoi encore, la recette est la même. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer tout le temps, ça veut dire que vous allez minimiser les variations dans tout ce que vous allez faire. À l'inverse, quand vous improvisez, je suis désolé, mais c'est le Far West, quoi. Et quand vous allez commencer à vous dire, tiens, la journée a mal commencé, je peux vous assurer que la journée va aussi mal finir. Donc, au lieu de rester dans l'improvisation, vous devez apprendre à vous organiser, mais vous devez changer la définition que vous avez du planning, parce que la définition qu'on vous a donnée est la pire définition au monde. On vous a donné le planning d'un exécutant, au lieu de vous donner le planning de quelqu'un qui a un plan pour réussir, pour faire des choses incroyables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette histoire de vous faites votre planning et vous mettez exactement à quelle heure vous devez faire chaque activité et combien de temps ça prend. Ça se voit que ça a été fait par quelqu'un qui fait quelque chose machinalement, qui a tellement d'expérience dans ce qu'il fait, qui connaît tellement par cœur ce qu'il fait, qui peut vous dire exactement combien de temps ça va prendre, à quel moment il faut mieux le faire, pourquoi il vaut mieux le faire à ce moment-là et pas à un autre, etc., etc. Sauf que quand vous êtes ambitieux, vous faites des choses nouvelles tout le temps. Autrement dit, vous n'avez rien à voir avec ce type qui sait exactement ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire. Et du coup, combien de temps ça va prendre. Alors, vous allez commencer à mettre des activités en vous disant ça devrait prendre 2 heures. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça va prendre 2 heures? Une estimation avec un doigt mouillé. C'est tout ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez, on va dire, vraiment vous mettre au travail? Tout prendra systématiquement plus de temps. Pourquoi? Parce que le cerveau sous-estime systématiquement le temps nécessaire pour faire quoi que ce soit. C'est à la fois une bénédiction et à la fois une malédiction. Une malédiction quand vous pensez encore qu'un planning doit être suivi à la lettre, parce que systématiquement vos estimations de temps seront erronées, même si vous partez du principe où vous ne prenez pas assez de marge. Une bénédiction parce que si vous sous-estimez la tâche, les efforts à faire pour faire n'importe quoi, alors vous avez nettement plus de chances de vous lancer. Imaginons, je reviens 7 ans en arrière et je réalise que pour réussir, il me faudra 6 ans de travail ou du moins il faudra que je fasse une liste interminable
de corvée et de compétences à développer, de savoir-être à développer, une façon de voir le monde complètement différente. Vous imaginez bien que le moi du passé, 6 ans en arrière, qui venait de faire une tentative de suicide, qui était au bout de sa vie et qui était à peine capable de mettre un pied devant l'autre, quand il va voir la liste interminable de trucs qu'il a à faire pour réaliser ses rêves, il va réessayer. Il va refaire une tentative. Donc, à l'inverse, quand on va sous-estimer systématiquement l'effort que ça va nous prendre, mais le sous-estimer de façon scandaleuse, même pas proche de la réalité, en fait, on va se lancer. Et quand on va se lancer, on aura tellement investi dans ce qu'on est en train de faire, on aura tellement déjà avancé qu'on se dira « Ah, ce serait bête que je m'arrête maintenant ». Et du coup, on va continuer à avancer comme ça. Et parce qu'on va continuer à avancer en se disant « Ouais, ça ne devrait pas être très long encore ». Alors qu'en fait, ça va prendre encore 5-6 ans. Ben en fait, vous allez faire ça en boucle, vous allez vous mentir à vous-même jusqu'à avoir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez soit vous en servir comme d'une malédiction et du coup le subir, ou alors une bénédiction, vous mentir volontairement, ne pas vous accrocher tant que ça au temps que vous allez estimer parce que vous savez que c'est complètement foireux, mais juste pour vous permettre d'y aller. Et dans le planning justement que vous allez utiliser, on va dire dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez accepter, vous allez embrasser en fait complètement cette façon de voir les choses, cette manque d'estimation, on va dire précise sur le temps, pour vous mettre trop de choses à faire, pour vous pousser à vous dire qu'est-ce qui serait vraiment important pour moi aujourd'hui, quels sont les éléments que je dois vraiment respecter, c'est cela que je vais faire passer d'abord, et tout le reste sera non prioritaire. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, vous allez vous torturer, ça ne veut pas dire non plus que si vous ne le faites pas, vous allez dire c'est pas grave. Non, si vous ne le faites pas, la seule, on va dire, réponse que vous avez, c'est allons voir pourquoi. Allons voir comment j'aurais pu mieux faire. Allons voir ce que je pourrais apprendre. Allons voir ce que je pourrais changer. Allons voir où est-ce que j'ai perdu du temps sur les autres activités que j'ai décidé de faire. En fait, votre boulot, ce n'est pas de vous punir ou de vous récompenser. Vous allez vous récompenser systématiquement parce qu'au moins vous testez quelque chose de nouveau. C'est surtout de récolter de l'information pour devenir meilleur. Devenir meilleur, pourquoi? Non pas juste pour devenir meilleur parce que c'est marrant, mais parce que vous avez des objectifs ambitieux dans le futur. Et la version de vous dans le futur qui va réussir à faire tout ça, ce n'est pas la version de vous aujourd'hui. La version de vous aujourd'hui est bien trop limitée. Elle est bien trop, on va dire, n'a pas toutes les compétences nécessaires. Elle n'a pas le savoir-être nécessaire pour surmonter tous les obstacles à vitesse grand V. Alors, vous devez devenir une meilleure version de vous-même, tout en restant évidemment vous-même. Le but, c'est pas que vous vous transformiez en quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Non, vous allez juste respecter qui vous êtes, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, et vous allez chercher ce qui est important pour vous. Quelqu'un d'ambitieux, finalement, voit le planning, encore une fois, comme quelque chose de complètement différent. Ce n'est plus quelque chose qu'il doit suivre à la lettre, sous prétexte, enfin sous condition d'être puni s'il n'y arrive pas. C'est un outil, un allié pour lui permettre de savoir dans quelle direction aller, mettre en avant, on va dire, remonter à la surface ses lacunes aujourd'hui pour lui permettre de travailler dessus. En fait, quelqu'un d'ambitieux a la particularité de vivre dans le futur et pas dans le présent. Vivre dans le futur, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il va commencer à se dire où est-ce que je vais arriver dans le futur? Je m'imagine 5 ou 10 ans dans le futur. Quelles sont mes caractéristiques? Quelle est ma façon de voir le monde? Est-ce que je pète toujours un câble quand je fais une erreur? Est-ce que j'accorde toujours trop d'importance au regard des autres, à leur jugement? Est-ce que je laisse les autres encore me guider, me dire ce que je dois faire de ma vie? Ou est-ce que je prends enfin la décision de vivre ma propre vie? Ouais, en fait, il va vivre dans le futur parce qu'il va se dire où est-ce que je vais arriver dans le futur? En ayant ça en tête, il va se servir du présent comme d'un bac à sable, comme d'un terrain d'entraînement où rien n'a d'importance. Rien n'a d'importance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous allez vous tromper alors que vous êtes ambitieux, vous dites c'est normal. Je suis en train littéralement de m'entraîner à faire des choses que je ne sais pas faire, que je saurais faire uniquement dans le futur. Donc je vais me tromper en masse. Je vais devoir apprendre comme pas possible. Je vais comprendre que tout ce que je fais aujourd'hui est obsolète, ne sert à rien, dans le sens où ça ne m'apportera pas les résultats que je souhaite. Tout ce que ça va m'apporter, c'est récolter de l'information pour me dire comment est-ce que je peux mieux faire, comment est-ce que je peux changer les choses. Par exemple, imaginons que vous avez encore peur de l'échec, vous avez encore peur de, on va dire, de ne pas réussir à faire ce que vous avez établi. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas vous amuser à regarder ça, parce que étant donné que pour atteindre votre objectif dans le futur, vous allez vous planter des milliers de fois, si à chaque fois que vous vous plantez, vous avez envie d'en finir, vous n'allez jamais tenir la distance. À l'inverse, vous allez commencer à vous poser la question, mais comment est-ce que je devrais prendre ces moments où j'échoue? Quelle serait la meilleure émotion pour moi pour avancer le plus vite possible? En fait, il faudrait que je sois heureux quand j'échoue. Il faudrait que je sois content quand j'échoue. Pourquoi je vais être content? Parce que c'est la preuve que j'ai essayé quelque chose de nouveau. C'est la preuve que je me suis lancé. C'est la preuve que je n'ai pas laissé le regard des autres m'empêcher d'y aller. C'est la preuve que je n'ai pas laissé la peur de l'échec et m'empêcher d'essayer, m'empêcher de prendre un risque. C'est la preuve que je suis en train de développer mon savoir-être qui sera extrêmement utile dans le futur, qui est que quand j'ai un objectif, je me le fixe et je fais tout ce que j'ai à faire pour y arriver. Je ne me pose pas la question de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, je ne me pose pas la question de qu'est-ce que les gens vont, on va dire de mon projet, qu'est-ce qu'ils vont penser de ma fiabilité, parce que justement, j'en ai rien à péter de ce qu'ils pensent.
À l'inverse, si je suis quelqu'un de normal a la particularité de donner énormément d'importance à son passé et de vivre dans le présent. Autrement dit, il va commencer à se servir de son passé pour tirer des leçons afin de vivre dans le présent. Par exemple, si dans son passé, il s'est fait marteler à chaque fois qu'il faisait des erreurs, on l'humiliait, on lui disait qu'il était nul, etc. Il va commencer à dire que dans le présent, il doit se dire que faire des erreurs, c'est mal. Alors, quand il va se dire que faire des erreurs, c'est mal, qu'est-ce qu'il voudra faire toute la journée? Il voudra faire que des choses qu'il sait déjà faire, que des choses qu'il peut déjà livrer, que des choses qu'il sait déjà maîtriser. Autrement dit, il va vivre une vie juste pour que ce soit simple. Il va viser la simplicité, il va viser la facilité, l'absence d'erreur, l'absence de confrontation, l'absence de souffrance possible, juste pour que ce soit confortable. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une vie confortable, mais qu'au fond de vous, vous êtes ambitieux? Eh bien, vos ambitions, vous allez les oublier. Pourquoi? Parce que si vous avez des ambitions, si vous voulez faire des choses que vous ne savez pas faire aujourd'hui, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez vous mettre dans une zone où vous êtes forcé d'évoluer. Sauf que évoluer, apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire se tromper. Donc quelqu'un qui est normal, finalement, va regarder sa vie aujourd'hui, va essayer d'esquiver tous les problèmes, va essayer de se déresponsabiliser de tout ce qu'il peut, et du coup, il ne va rien apprendre. Est-ce qu'il aura une vie agréable sur le moment? Sûrement. Est-ce qu'il va en payer le prix plus tard? Bien sûr. Parce que le premier regret des gens sur le point de mourir, et de loin, c'est le suivant. Je regrette d'avoir vécu une vie que les autres ont décidé pour moi, plutôt que de vivre la mienne. Autrement dit, je regrette de ne pas avoir fait des choses pour moi, de ne même pas avoir vécu pour moi. J'ai laissé les autres me dire ce que je devais faire de ma vie. Imaginez passer toute votre vie à faire ce qu'on vous demande pour finalement arriver à la fin de la ligne, regarder ce que vous avez fait derrière vous et dire « Putain, qu'est-ce que c'était naze. Putain, qu'est-ce que j'ai foiré. » Si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a aucun souci. Mais de toute évidence, vous ne regardez pas la bonne vidéo. À l'inverse, si vous avez des ambitions, si vous avez des rêves, si vous avez des choses que vous avez envie d'accomplir parce que c'est important pour vous, pas parce que c'est validé par les autres, pas parce que les autres pensent que c'est bien, pas parce que je ne sais pas quoi encore, mais c'est juste ce que vous voulez faire pour vous, cette vidéo, justement, vous permettra d'utiliser le planning pour vous permettre d'avancer le plus vite possible, plutôt que de vous torturer à chaque fois que vous n'allez pas le suivre. Donc, en sachant que, finalement, la personne qui est ambitieuse vit dans le futur, se sert du présent comme d'un terrain de jeu, qu'est-ce qui se passe alors dans le planning? C'est juste le programme d'entraînement. Et le programme d'entraînement est volontairement difficile. Le programme d'entraînement est volontairement fabriqué de façon à refaire sortir ce qui n'a rien à faire dans votre tête si vous voulez réussir. Par exemple, la peur de l'échec, c'est sûr et certain, ça dégage. La peur de ne pas y arriver, c'est sûr, ça dégage. Le manque de confiance en soi, pareil, ça dégage aussi. Comment on fait pour créer sa confiance en soi alors qu'on échoue en permanence, en se rendant compte que même quand on échoue, on ne perd rien, on ne fait qu'avancer. Par exemple, quand je vais échouer à faire quelque chose, je vais apprendre pourquoi j'ai échoué. Je vais apprendre ce qui n'allait pas dans ma façon de m'organiser. Ce qui fait que mon prochain essai sera meilleur. Est-ce qu'il va marcher? Sûrement pas. Pourquoi? Parce que tous les problèmes que j'ai aujourd'hui demandent des centaines d'améliorations avant que le résultat soit différent. Ça veut dire quoi si je suis prêt à faire des centaines d'améliorations avant d'avoir mon résultat? Mais en fait, je ne dépends plus des résultats. Je n'ai plus besoin de cette validation immédiate, constante, que ça va. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à développer la capacité de me dire, même si je me plante des milliers de fois, à la fin, je vais y arriver. Et là, du coup, je vais développer une confiance en moi. Mais une confiance en moi qui n'est pas directement liée à mes résultats, ce qui est extrêmement intéressant pour moi parce que je ne veux pas être lié aux résultats, étant donné que je vais me planter tout le temps. Mais je vais plutôt baser ma confiance en moi sur ma capacité à quand même réussir, peu importe le nombre d'échecs. Et quand vous avez la conviction que vous êtes capable de vous en tirer, peu importe le nombre d'échecs que vous allez avoir, vous allez en fait développer une identité de quelqu'un qui trouvera la solution, de quelqu'un qui trouvera le moyen de réussir quand même, peu importe le temps que ça prendra. Et là, du coup, vous n'avez plus besoin de douter, parce que vous n'avez plus besoin que les choses marchent tout de suite. Mieux encore, quand vous allez développer la capacité de travailler, d'échouer, mais de quand même continuer, vous allez développer cette capacité à être patient, cette capacité à, on va dire, ne pas vous démotiver après 3 ou 4 échecs. Pourquoi est-ce que les gens ont tendance à se démotiver très rapidement en cas d'échec? Parce que justement, ils ont vécu une vie normale où ils ne visent que la facilité. Autrement dit, à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, en 2 ou 3 essais, c'est plié. Le jour où ils ont un peu d'ambition, le jour où ils ont un pet au casque, ils oublient qu'ils voulaient juste vivre normalement et qu'ils commencent enfin à rêver, ils vont se mettre un objectif qu'ils n'arrivent pas à atteindre, qui leur demandera sûrement une cinquantaine d'échecs avant de réussir. Et au bout de 3, ils ont envie de se démotiver. Donc vous vous doutez bien qu'au bout de 10, ils sont remplis de doutes. Ils sont remplis, on va dire, de toutes ces voix internes qui leur disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'y arriveras jamais, tu devrais laisser tomber. N'oublie pas que tout le monde croit que tu es une merde. » Et il va commencer à croire
cette voix interne qui lui parle et qui le met à terre. À l'inverse, quand vous avez de l'ambition, vous commencez à vous projeter dans le futur. C'est la personne du futur, en fait, qui vous déterminera quels sont vos seuils. Ok, j'imagine moi dans le futur, 5 ou 10 ans plus tard. Au bout de combien d'échecs est-ce qu'il laisse tomber? Au bout de combien d'échecs est-ce qu'il se dit que c'est trop dur? L'infini. Ok. Du coup, moi aujourd'hui dans le présent qui suis à 5, je me rends compte que mon seuil est beaucoup trop faible. Je me rends compte que mon seuil est inadapté à mes ambitions. Du coup, il me reste deux solutions à ce moment-là. Soit je continue de le garder parce que les autres font pareil, donc je devrais le garder pour, on va dire, coller aux autres, même si les autres ne sont pas ambitieux. Ou alors je devrais me rendre compte juste d'un truc, mon seuil n'est que le reflet de mes expériences dans le présent. Autrement dit, si je veux faire augmenter mon seuil, j'ai juste à me lancer dans des projets qui me demanderont d'échouer de plus en plus avant de réussir. Je décide de mettre le seuil à 50. Allez, c'est parti, je me lance dans un projet où il me faudra 50 échecs avant de dire j'ai réussi. Et ces projets, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez jouer d'un instrument et vous dire tiens, j'aimerais faire telle musique, telle partition, de ce moment-là à ce moment-là. Et vous comptez tous vos échecs. Vous allez voir que vous allez arriver à 50 échecs facilement sur ne serait-ce qu'une partition de 2 minutes. Et vous allez vous rendre compte de quoi? Que vous avez réussi. Qu'en effet, vous avez échoué à chaque fois, que vos doigts sont extrêmement mauvais, que votre dextérité n'est pas encore là. Mais à force de le faire, à force de vous laisser le temps aussi pour que le cerveau commence à faire ses connexions neuronales pour avoir une certaine dextérité, tout est venu. C'est arrivé petit à petit. Et quand vous faites l'expérience de ça, vous commencez en fait à véritablement comprendre ce que ça veut dire se tromper et avancer. Finalement, ce planning, parce que vous allez volontairement mettre des choses scandaleuses dedans, des choses que vous ne pouvez pas faire, vous allez juste normaliser le fait de vous tromper. Évidemment, logiquement, c'est facile de comprendre que si je fais quelque chose de nouveau, c'est évident que je vais me tromper, je ne devrais pas y accorder trop d'importance. Sauf que l'être humain, il est émotionnel, il n'est pas logique. Je ne vais pas réussir à vous convaincre logiquement que ce n'est pas grave. Ce que vous devez faire, c'est vous convaincre logiquement et émotionnellement que ce n'est pas grave. Comment vous faites? Logiquement, vous me suivez. Jusque-là, c'est bon, c'est plié, c'est vraiment pas compliqué. Émotionnellement, maintenant, vous devez le vivre. Vous devez faire 50 échecs d'affilée. Et au lieu de laisser votre conditionnement, on va dire bateau, banal, standard, vous submerger, vous allez voir en fait chacun des pièges se déclencher et vous dire non merci. Tiens, là je doute. Là j'ai du doute. Ça fait 50 fois que j'échoue, j'ai du doute. Ok, le doute ça marche comment? Le doute c'est extrêmement con. C'est un seuil. Si toute votre vie vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez en 4 coups, votre seuil il est à 4. Autrement dit, vous n'allez jamais douter de vous-même, donc vous n'êtes pas à 4. Et quand vous êtes à 5, vous commencez à douter. 6, le doute est plus fort. 7, le doute est encore plus fort. 10, le doute est, on va dire insupportable. À ce moment-là, vous pouvez soit subir le doute, soit subir l'émotion que vous ressentez, ou alors vous dire, tiens, la personne que je serai dans le futur, quand elle verrait cette émotion négative la submerger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'observe. Elle l'observe, mais elle ne réagit pas. Chaque fois que vous allez douter, c'est comme, vous voyez, derrière moi, là, cette mer, il y a, on va dire, quelques petits effets, il y a des petites vagues. Ça, c'est chacun de vos doutes. Est-ce que vous allez me voir courir dans la mer, là, et essayer d'arrêter chaque remous? Non. Pourquoi? Parce que je comprends que j'en ai rien à foutre, en fait. Je ne suis pas ces petites vagues, je ne suis pas ces remous, je ne suis pas mes doutes, je ne suis pas mes insécurités, je ne suis pas mes pensées négatives, je ne suis pas le conditionnement que j'ai subi. Qu'est-ce que je suis alors? Je suis une espèce d'intelligence, une entité qui est témoin de tout ça, qui voit tout ça et qui peut décider si ça va me submerger ou pas du tout. Et je décide que ce ne sera pas du tout. Ah, je doute. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Ok, est-ce que le fait d'avoir l'impression de ne pas y arriver augmente mes chances de réussir? Non. Est-ce que ça les diminue? En vrai, non plus, dans le sens où ça n'a rien à voir, c'est pas pertinent. Je peux parfaitement douter du fait de réussir à faire un gâteau au chocolat, et quand vous allez me donner une recette immanquable, même si j'ai douté tout le long, mon gâteau il est là. À moins que je sois vraiment naze. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais comprendre à ce moment-là, je vais faire l'expérience que je doute ou pas, on s'en balance. Qu'est-ce qui va se passer alors quand vous allez voir votre planning? Je peux vous assurer que quand je vois mon planning aujourd'hui, je doute forcément que je vais y arriver. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Absolument pas. Parce que je me souviens de mon véritable objectif. Apprendre. Voir ce qui va déconner. Voir ce qui n'a pas, on va dire, sa place ici. Voir ce qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que je fais pour ça? À chaque fois que je dévie de mon planning, au lieu de me punir, je vais me récompenser. Je vais me récompenser parce que j'ai visé trop haut. Je vais me récompenser parce que j'ai essayé. Je vais me récompenser parce que j'ai osé rêver. Je vais me récompenser parce que j'ai osé être la personne que je vais être dans le futur. Ensuite, je vais me récompenser doublement parce que je vais commencer à me dire qu'est-ce que je peux apprendre grâce à ça? Au lieu de me juger, au lieu de me dire ah je suis nul, ah j'y suis pas encore. Ok, combien d'informations utiles j'ai récoltées en faisant ça, en faisant des constats ou des jugements? Zéro. À l'inverse, je me dis tiens,
Aujourd'hui, je devais me lever à 8 heures et il est déjà 10 heures passées. Je vais commencer à récolter de l'information. À quelle heure je me suis couché hier? 5 heures du matin. Ok, là il y a un problème. Je ne peux pas me coucher à 5 heures du matin et espérer me réveiller, on va dire, tous les jours à la bonne heure. Qu'est-ce qui a fait que je me suis couché si tard? En fait, la journée hier était tellement horrible. Elle a été, on va dire, une souffrance insoutenable que j'avais besoin de plaisir. J'avais besoin de me dire que cette journée n'était pas si horrible que ça. Alors j'ai remarqué un comportement chez moi, c'est que tous les soirs, j'arrive pas à m'endormir tout de suite parce que mon cerveau me dit il est hors de question que tu ailles dormir sans avoir une dose suffisante de plaisir. Alors tu vas aller me chercher ce plaisir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé une série qui était incroyable et je l'ai dévorée toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit 5 heures du matin et que je tombe de fatigue. Ok? Donc, à chaque fois que je remonte comme ça dans la chronologie, je découvre des nouveaux éléments. Je découvre que j'ai pas assez de plaisir. Je découvre que ma façon d'avoir du plaisir, c'est de regarder une série. Je découvre que le seul moment où j'ai pu m'autoriser à avoir du plaisir, c'était très tard le soir. Parce que c'est là où on m'a lâché, c'est là où on a arrêté de me saouler. Je découvre aussi que si j'ai eu besoin de ça, c'est parce que pendant la journée, ça s'est très mal passé. Du coup, si je commence encore à remonter dans le temps, je fais OK, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant cette journée? En fait, il y a quelqu'un qui m'a mal parlé. J'en ai fait tout un foin, j'en ai fait toute une montagne. Ça m'a pourri le reste de la journée. J'étais incapable de travailler, tout était trop difficile. OK. Du coup, le premier élément que je vais commencer à balayer, c'est je vais arrêter d'accorder de l'importance à des gens qui n'en ont pas. S'il y a quelqu'un qui me manque de respect, c'est toute évidence quelqu'un qui n'a pas on va dire, qui ne m'accorde pas d'importance. Alors pourquoi est-ce que je lui laisse diriger le reste de ma journée? Pourquoi est-ce que je le laisse avoir autant de pouvoir sur ma vie? Il est hors de question que je fasse ça. Donc vous voyez, quand je vais me planter, je vais juste trouver qu'est-ce que je pourrais régler. Évidemment, je pourrais trouver plein d'autres explications. Mais ne serait-ce qu'en trouver une, ce sera déjà ma récompense. Si je veux en trouver d'autres, bien sûr, j'ai juste à faire le même problème. Ok, qu'est-ce qui a fait que cette personne-là était de mauvaise humeur? Est-ce que ça avait un rapport avec moi ou pas? Non, ça n'avait pas de rapport avec moi. Ok, du coup, j'accorde trop d'importance à des éléments que je ne contrôle même pas. Bla 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 bla, vous faites ça en boucle et vous retrouvez à comprendre que chaque erreur que vous faites quand vous êtes quelqu'un d'ambitieux, chaque décalage que vous faites par rapport au planning est une mine d'informations. C'est une mine d'or pour devenir la personne que vous serez dans le futur. Comment vous voulez que je sois dégoûté de mon planning quand le planning, quand je m'en pose un et que je le rate, j'ai juste à le rater, j'ai même pas besoin de réussir, et que je le rate, je repars avec des récompenses qui sont tellement incroyables que je fais des bonds de géant vers qui je vais être dans le futur. Quand je vois mon planning comme le meilleur allié pour me permettre de réussir, c'est évident que je vais l'utiliser tout le temps. De la même façon, quand j'aurai des procédures, je vais mettre une procédure, cette procédure-là est la meilleure chose qui puisse on va dire que je puisse suivre pour avoir le résultat le plus optimal possible. Et le jour où je ne le suis pas, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui m'a fait dévier? Ah, cette étape-là, je l'aime pas du tout, hein. Je l'aime pas du tout parce que je suis pas à l'aise avec, elle est très difficile pour moi, j'ai beaucoup de mal à voir le plaisir qu'il y a là-dedans et j'ai même l'impression que c'est un peu restrictif. Du coup, c'est un peu une prison au lieu d'être vraiment cette autoroute vers la liberté que j'aimerais voir. OK, d'où vient ce manque, on va dire, de récompense, ce manque de positivité concernant cette étape? En fait, je me rends compte que c'est un problème que j'ai depuis très longtemps et que j'ai jamais résolu. Et à chaque fois que je suis dessus, je dois être créatif, je dois avoir des idées de vidéos par exemple, et j'arrive pas parce que je sais pas quelle méthode utiliser. En fait, précédemment, j'utilisais une méthode qui était toute faite. Je me basais sur mes expériences précédentes, expériences que j'avais notées sur un carnet, et du coup, j'avais juste à suivre. Mais maintenant que j'ai plus mon carnet, parce que mon carnet, j'ai pas tout noté, ah ben, je me retrouve sans méthode. Et là, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que je devrais créer une méthode amusante, une méthode qui m'autoriserait à avoir de mauvaises idées avant d'avoir des bonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon planning, volontairement, pendant quelques semaines, je ne vais pas pouvoir le suivre parce que je serai en train d'explorer pleinement ma capacité à être créatif. Et j'accepte. Et quand je vais faire ça, le plaisir va revenir. Le plaisir va revenir parce que je vais enfin me souvenir que le but, c'était pas de suivre mon planning, c'était pas de suivre la recette, c'était de devenir la version future de moi. Et la version future de moi sera capable de vous sortir des idées comme ça, sans même réfléchir. Dès que je commence à donner du sens à, on va dire, mes problèmes, j'arrive à en voir les bénéfices et du coup, j'arrive à en tirer du plaisir. Finalement, comment est-ce que je m'amuse moi à faire mon planning? En fait, c'est simple, je fais deux versions. Je fais un planning complètement irréaliste, qui sera utilisable, qui sera, on va dire, réalisable uniquement dans 5 à 10 ans. Et encore 5 à 10 ans, je vous dis tout de suite, étant donné la capacité misérable de notre cerveau à prévoir le temps que ça va prendre, ce sera bien plus 20 ou 30 ans. Mais bon, 5 ou 10 ans, je vous dis dans 5 ou 10 ans, à quoi ressemblerait ma vie, à quoi serait mon planning, si cette personne du futur était téléportée, on va dire, ou plutôt transportée dans le temps aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle se mettrait comme objectif pour courir vers, on va dire, ses rêves? Et là, je commence à faire le planning complètement irréaliste. Ensuite, je fais une autre version, le planning du mois d'aujourd'hui, avec mes capacités d'aujourd'hui.
Je commence à faire le planning et je me rends compte qu'il y a quand même un joli fossé entre ces deux versions. Mais pas de panique, si j'étais quelqu'un de normal, évidemment, j'aurais envie de me flinguer. Mais quelqu'un d'ambitieux, au contraire, il est content quand il voit qu'il y a une marge de progression phénoménale. Parce qu'il se rend compte d'une chose, c'est que, étant donné qu'il veut devenir une version de lui-même qu'il atteindra seulement dans 5 ou 10 ans, il vaut mieux qu'il y ait plein de petits trucs à travailler tout le long. Parce que si j'en avais qu'un seul à travailler, je serais en train de me flinguer. Parce que je me dirais, putain, ok, j'ai un truc à faire et ça va juste me prendre 10 ans. Genre, je verrai aucun bénéfice avant 10 ans. Là, j'aurais envie de me pendre. À l'inverse, quand je vois qu'il y a 1 million de choses à faire, je me dis, waouh, je peux commencer par ce que je veux. Ça va prendre une semaine ou deux à tout péter par élément. Et à chaque fois que je vais maîtriser un de ces éléments, je vais m'améliorer. Je vais aller encore plus vite. Je vais aller, on va dire, je vais réfléchir encore mieux. Donc, je vois ce fossé. Je vois toutes ces choses à travailler. Eh ben, je vais prendre d'abord les choses qui m'intéressent le plus. Je vais prendre les choses qui m'apporteront le plus de plaisir et de deux façons. Pardon. Je peux soit prendre quelque chose qui va me faire du plaisir parce que ça aura un impact énorme. Du coup, j'aurai un effet avant-après, un effet de contraste extrêmement puissant. Ça, c'est ce que j'étais capable de faire avant. Voilà comment je réagissais avant face à un problème. Maintenant, me voilà en train de faire la fête quand j'ai des problèmes. Vous voyez, là, il y a un gros effort. Et étant donné que l'être humain est émotionnel, la ressource que vous allez utiliser le plus, le moteur que vous utilisez le plus, c'est vos émotions. C'est pas parce que vous devez faire quelque chose que vous allez le faire, c'est parce que vous en avez envie. C'est pour ça que parfois, quand vous avez dans votre planning quelque chose qui est très important que vous devez faire, mais que vous n'avez vraiment pas envie, et d'un seul coup, vous avez Netflix à côté de vous, bah Netflix est déjà lancé, quoi. Pourquoi? Parce que émotionnellement, votre cerveau, il se dit, vas-y, un petit épisode, juste un. Je te promets, après, je te lâche. C'est faux. Il vous ment. Il vous ment, il va pas vous lâcher jusqu'au bout. Donc, une fois que vous comprenez que c'est l'émotion qui est la plus importante, vous allez commencer à travailler tout ce qui va vous permettre d'avoir envie de faire les choses. Tout ce qui va vous permettre d'avoir un impact important. Comment on fait maintenant pour se donner l'envie de faire les choses? La majorité des gens pensent que ce sont les choses en elles-mêmes qui vont vous donner l'envie. Regarde, par exemple, regarder Netflix, c'est amusant, donc ça donne envie. Travailler, c'est chiant, donc ça donne pas envie. Oui et non. Parce que je peux vous assurer que si je parle à certaines personnes, ils vont vous dire que regarder Netflix, c'est une perte de temps. Du coup, pour eux, ce ne sera pas du plaisir, ce sera au contraire une souffrance. À l'inverse, quand vous allez leur dire, ok, mais travailler, c'est chiant. Lui, il va dire non, parce que moi, je travaille sur mes projets. Je travaille sur ce qui est important pour moi. Donc, travailler, pour moi, c'est un plaisir. C'est là où je vais me réaliser. C'est là où je vais dépasser, on va dire, ce que je suis capable de faire. Donc, c'est là, en fait, où je vais vraiment, on va dire, m'accomplir. C'est évident que c'est beaucoup plus simple de travailler quand vous êtes comme ça. Sauf que, évidemment, on n'a pas tous cette chance d'avoir un travail qui est épanouissant, qui est intéressant, qui nous permet d'évoluer. C'est pour ça que je parle avant tout ici de vos projets ambitieux, de vos projets à vous, des projets qui sont uniquement importants pour vous. Pourquoi, par exemple, ces vidéos-là, je peux les voir de deux façons différentes. Je peux soit me dire, putain, c'est trop chiant parce que ça me prend 1 heure et demie et en plus, je sais pas trop où je vais ou je dois pas trop perdre le fil de ce que je dis, sinon ma vidéo ressemble à rien. Ou alors je peux me dire, mais attends, la personne que je vais être dans le futur sera capable de faire ce genre de vidéo sans problème. Elle sera capable de faire ça même en live, sans aucune préparation. Alors autant le faire. Autant apprendre à le faire maintenant. Autant payer le prix nécessaire pour avoir la qualité plus tard. C'est évident que quand je vois mes vidéos, chacune de mes vidéos, comme un pas en avant vers la personne que je vais être dans le futur, c'est beaucoup plus simple. À l'inverse, si je me concentre juste sur la pénibilité, ben, je dois parler à une caméra, je dois parler alors que j'ai envie de me balader là-bas, je vois un bateau là-bas là, qui a l'air magnifique et que j'aurais bien envie de voir, mais malheureusement il bouge, donc j'aurais pas le temps de le regarder. Tous ces éléments-là, si vous voulez, si je me focalise sur les coups, j'aurais pas envie. Donc qu'est-ce qui va faire que quelque chose est intéressant ou pas, amusant ou pas? C'est la définition que je vais lui donner, c'est le sens que je vais lui donner. C'est là où je vais mettre mon attention. Est-ce que je mets mon attention sur la chance que j'ai ou est-ce que je mets mon attention sur le coup, les emmerdes? Autre élément qui vous permettra de relativiser vos emmerdes, donc de diminuer la puissance de vos emmerdes, c'est de relativiser tous vos problèmes, c'est de les faire diminuer dans votre tête. En vrai, ok, j'ai des problèmes parce que je dois parler à une caméra, qu'on est samedi, que je voudrais faire autre chose, blablabla. Allez, relativisons mes problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui a des problèmes plus importants que les miens? Ouais, il y a des mecs qui sont dans des pays en guerre, il y a des mecs qui ont perdu leur famille parce qu'ils ont pris une bombe du jour au lendemain alors qu'ils ont rien demandé, il y a des mecs qui sont en train de crever de faim, il y a des mecs qui ont été virés de chez eux alors qu'on est en hiver, il y a des mecs qui je sais pas quoi encore, bref, je commence à me rendre compte que mes problèmes ne sont pas si graves que ça. Et quand je me rends compte de ça, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, le problème qui était immense devient en fait ridicule, voire même il disparaît. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. Encore une fois, je le dis très souvent parce que c'est quelque chose que je me dis tous les jours. Aujourd'hui, j'ai des problèmes que le moi d'il y a 5 ans tuerait pour avoir. Je suis en train de faire des vidéos pour inspirer des gens. Je suis en train de faire des vidéos pour leur permettre de dépasser leurs souffrances, leurs obstacles, ce qui les empêche, on va dire, d'être heureux. C'est exactement ce que je veux faire de ma vie. C'est exactement le sens que je veux donner à ma vie. Et là, je vais me plaindre parce que j'ai enfin tout ce qu'il faut pour le faire. Est-ce que vous vous rendez compte de la stupidité de la situation? Ben,
en effet, quand je suis quelqu'un de normal, je vais juste réfléchir au présent. Du coup, je vais juste réfléchir au « Ah, c'est chiant, ah, j'aimerais bien faire autre chose ». Par contre, si je suis ambitieux, je pense à mon futur. Je vais commencer à donner du sens à ce qui m'arrive. Et quand je donne du sens, quand je relativise, je me rends compte que les problèmes que j'ai ne sont pas si graves que ça. Alors oui, effectivement, ça demande une certaine compétence, ça demande une certaine énergie, comme tout ce que je fais en fait. Donc on se détend un peu, on se rend compte de la montagne de bénéfices qui m'attendent. Moi déjà, je donne le meilleur. Il y a sûrement une personne que cette vidéo va aider, que ce soit maintenant ou dans le futur quand elle va tomber dessus par hasard. Et cette personne-là, justement, pourra comprendre enfin pourquoi est-ce qu'elle a tant de mal à suivre ses plannings, pourquoi est-ce qu'elle a tant de mal à courir après ses rêves, et elle va comprendre que sa relation avec le planning ou ses rêves est une relation toxique, une relation basée sur « il faut absolument que ça marche maintenant ». Alors que moi, aujourd'hui, c'est une relation où je gagne déjà avant même de réussir. Je ne suis pas encore cette personne que je serai dans 5 ou 10 ans. Mais le simple fait de me planter et d'essayer me suffit déjà à me récompenser, me suffit déjà à me dire je vais dans la bonne direction, me suffit déjà à dire je mérite de réussir, je mérite d'être récompensé, je mérite d'être heureux. Là où quand vous commencez à suivre les règles des autres, on a créé plein de règles imaginaires pour vous empêcher d'être heureux. Pire encore, ce sont les autres qui détiennent les clés de votre bonheur. Ce sont eux qui vont définir si vous en valez la peine ou pas. Ce sont eux qui vont déterminer de la valeur. Ce sont eux qui vont déterminer si vous méritez une augmentation. Là où moi, c'est moi qui décide de tout, avec mes propres critères, critères que j'ai complètement inventés. Pourquoi? Parce que si les autres ont pu m'imposer des règles imaginaires, moi, je peux en créer moi-même. Ce planning, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai une version idéale que je n'arrive pas à atteindre, une version aujourd'hui qui est misérable, avec des trous dans tous les sens, et je me dis, mon but, c'est de prendre quelques activités que je souhaite mettre en plus, et ensuite courir vers ce truc-là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quitte à mettre un truc impossible, est-ce que je peux pas juste prendre le truc à la fin? Oui et non. Oui et non, parce que le but de ce planning, cette version intermédiaire, c'est pas juste de vous planter, c'est de voir aussi votre progression. Et si, imaginons que vous mettez directement la version finale, c'est comme si j'étais au pied de l'Everest et que je me dis, ouais, faut que j'aille tout là-haut. En fait, je vais te dégoûter tout de suite, je vais te démotiver tout de suite, parce que quand je vois toute la marche qu'il y a à faire, quand je vois tous les efforts qu'il y a à faire, je vais être submergé en fait. À l'inverse, si je me dis juste, ok, aujourd'hui, on arrive au premier camp de base. Ça devrait nous prendre 5 heures. Ok, let's go. Et j'y vais et ça prend le double. Je dis, ok, bon, bah, je suis content de moi, j'ai quand même réussi à le faire. À l'inverse, si je m'étais dit, ok, ça comptera uniquement, je me récompenserai uniquement quand je serai au sommet, vous vous doutez bien que je tiendrai jamais la distance en fait. Donc on va dire ce planning intermédiaire que vous allez vous fixer, c'est un planning qui doit à la fois vous pousser à faire quelque chose qui a très peu de chances que vous allez y arriver, mais aussi quand vous n'allez pas y arriver, que vous allez apprendre quelque chose, vous allez voir votre progression. Vous allez voir en fait ce que vous êtes capable de faire en plus. Vous allez voir que les améliorations que vous allez trouver vont avoir un impact qui vont vous rapprocher de la ligne d'arrivée. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir vous-même faire l'expérience pour voir où est-ce que vous en êtes. Parce que imaginons vous êtes quelqu'un qui a encore très peur de l'échec. Bah, en fait, vous mettez n'importe quoi. Vous mettez un tout petit truc. Parce que votre but là, du coup, c'est juste de ressentir la peur de l'échec, la voix interne qui va commencer à vous dire de la merde et de dire non merci. Et ensuite, vous allez repartir sur votre planning, rééchouer à nouveau, et ensuite, comme ça, vous désensibiliser. Et ça, déjà, ça sera déjà énorme pour vous, parce que vous allez dire, waouh, avant, j'étais complètement paralysé par l'échec. Aujourd'hui, si j'arrive à y penser consciemment, si j'arrive à l'anticiper, que ça va arriver, que cette voix va essayer de me parler, j'arrive à l'esquiver, j'arrive à lui dire, c'est pas toi que je vais écouter. Et ça, déjà, ça sera énorme pour vous. Donc, non seulement ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous visez, ça va dépendre de où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, comprenez une chose, ce n'est pas parce que quelqu'un met plus de choses dans son planning intermédiaire qu'il est meilleur que vous. Il a juste des besoins différents. Arrêtez de croire que vous devez vous comparer aux autres. La seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est le vous d'aujourd'hui. Si le vous de demain ou si le vous d'aujourd'hui est meilleur que celui d'hier, vous allez gagner. Et vous allez gagner, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre que, on va dire, d'avoir réussi à faire la tâche que vous avez rajoutée. Non. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous voyez le monde différemment, si vous voyez vos obstacles différemment, si au lieu d'être triste, vous êtes heureux ou vous êtes encore combatif, vous avez déjà gagné. Vous faites ça tous les jours. Je peux vous assurer que sur une année ou deux, vous voyez plus du tout la différence. Enfin, vous vous reconnaissez même plus du tout en fait. C'est la même chose que je dis à chaque fois avec les gens, c'est pourquoi est-ce que tu t'infliges 2 heures de coréen tous les jours alors que tu n'arrives même pas à en faire 20 minutes? Parce que je rêve de mon avenir et je m'imagine déjà faire 2 heures de coréen par jour pendant 5 ans. Vous imaginez bien que mon niveau de coréen va être incroyable. À l'inverse, je vais faire ce que les gens me disent tous, tu devrais enlever le coréen. Là, pour l'instant, c'est trop difficile. Du coup, qu'est-ce que je pense? Je pense à 5 ans plus tard,
Imaginons, je fais 0 heure de coréen par jour. Quel est mon niveau de coréen? Il est misérable. Et je me dis, il est hors de question que je passe à côté de quelque chose qui est si important pour moi, apprendre le coréen, parce que c'est quelque chose qui, émotionnellement, est très important pour moi, c'est lié à ma passion. Et il est hors de question que je passe à côté de ça, juste parce que c'est inconfortable aujourd'hui. Et est-ce que vous voyez, en fait, que quand j'arrive à donner du sens à ce que je veux faire, je sais tout de suite ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Et que ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, en fait, c'est très simple pour moi de savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que les gens normaux feraient? Et les gens normaux enlèveraient le coréen, mais une vitesse, vous n'imaginez même pas. Et du coup, si je fais comme les gens normaux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir leur vie normale, je vais avoir leurs résultats normaux, et du coup, je vais échouer comme eux. Donc à chaque fois que je vais ressembler aux autres, aux gens que je ne veux pas, on va dire, je ne veux pas de leur vie, je ne veux pas de leur façon de voir les choses, je me dis, je suis en train d'échouer, je suis en train d'aller dans la mauvaise direction. À l'inverse, si je me rapproche du type que je veux dans le futur, ça me va parfaitement. Est-ce que ça veut dire que je vais réussir à faire 2 heures de coréen du jour au lendemain? Absolument pas. Peut-être que j'y arriverai que dans un mois ou deux, vous savez quoi? Et je m'en tape. Parce que le but, c'est pas que j'y arrive. Le but, c'est que je défonce tout ce qu'il y a sur la route qui m'empêche de le faire. Et je ne sais pas combien d'obstacles j'ai sur la route. Je n'ai donc pas d'attente. Je ne veux pas donc que ça aille à une certaine vitesse. Parce que je ne lis pas l'avenir. Et quand je comprends que tout ce que j'ai à faire, c'est enlever des obstacles chaque jour, il y a un moment, il n'y aura plus d'obstacles. Et à ce moment-là, je pourrai me régaler. Et quand j'arriverai à ce moment-là, je n'attendrai pas de me dire, ça y est, je suis trilingue, je sais parler coréen, on va dire couramment. Je me dirai bien, là, j'ai réussi à faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Là, j'ai réussi à atteindre un niveau de, on va dire, de performance, de production que je n'avais pas avant. Et ça en vaudra tout l'or du monde. Parce que quand vous avez quelque chose de difficile à faire, quand vous y arrivez enfin, je crois que vous avez déjà tous fait au moins cette expérience, la satisfaction que vous avez derrière, elle est incroyable. Et il est hors de question que je me prive, on va dire, de quelque chose d'aussi merveilleux, surtout si je peux l'avoir à volonté et autant que je veux. Je n'ai pas à suivre les règles imaginaires des autres, règles imaginaires qui les poussent à vivre une vie qui n'est même pas la leur. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.